Madame, Monsieur, à nouveau, bonsoir. C'est la tribune dans laquelle on s'intéresse à l'actualité politique, mais pas que. Et ce soir, nous allons recevoir un acteur politique parce que l'actualité politique est bien fournie, vous le savez. Nous nous intéresserons à la création du Sénat qui est d'actualité. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue donc dans ce nouveau numéro de l'invité du soir sur votre chaîne de télévision E-Télé. La machine à réformer du régime de la rupture mise en marche depuis 2016, vous le savez, n'est pas prête à s'arrêter. Le vendredi 31 octobre dernier, à l'ouverture de la session ordinaire budgétaire de l'Assemblée nationale, une proposition de révision constitutionnelle portant justement création de ce Sénat a été introduite par deux députés du camp au pouvoir. Une idée qui suscite d'ailleurs de vifs débats. Une question s'impose: jusqu'où iront les réformes du régime du président Patrice Talon? Sont-elles le gage d'une modernisation institutionnelle ou remettent-elles en cause l'équilibre démocratique? C'est autant de questions. Et ce soir, nous allons décrypter ce sujet brûlant, d'où le thème Sénat, stabilité politique et sauvegarde des acquis, jusqu'où les réformes. Le thème qui s'affiche justement au bas de votre écran. Et c'est avec notre invité de tous les vendredis, Irénée Agossa, qui est déjà sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Madame Avalibé. Irénée Agossa est manager qualiticien, membre du bureau politique de l'Union progressiste. Le Renouveau, merci de répondre encore présent à notre invitation ce soir. Irénée Agossa, quelle est la justification principale de la création du Sénat dans un contexte politique béninois qu'on connaît? Le contexte politique béninois actuel, vous le savez, est celui d'une nouvelle ère politique. Une ère de stabilité fait des fruits plutôt, je veux dire, des réformes politiques ardues et d'énormes efforts émanant surtout des efforts de nous tous béninois, et toutes choses qui ont conduit à des performances que chacun de nous sait. Des performances économiques. Nous sommes dans une stabilité politique. Mais malgré ce contexte dont je vous parle, et dès qu'on lance une réforme, vous allez constater qu'on va vers certaines personnalités du pays. Il s'agit des anciens présidents d'institutions dans le pays. On va vous les voir, on leur pose la question, comme si les structures ne fonctionnaient pas. Mais les structures fonctionnent. Et on va toujours vers eux. J'ai été jusqu'à dire sur ce plateau que c'est comme si on a la République des anciens présidents d'institutions. Donc, c'est comme si eux, ils doivent valider quelque chose. Non seulement ça, malgré ce contexte, quand il y a une nouvelle réforme, vous avez vu la fois dernière que l'ancien président Boni faisait le tour des anciens présidents d'institutions. Et quand on lui a posé la question, il n'a pas hésité à dire c'est pour les consulter et voir comment nous allons résoudre certains problèmes du pays ensemble. Donc, et lui-même, au cours de ces deux quinquennats qu'il a fait à la tête du pays, il a été clair. Il dit à un moment donné, quand on élit un chef d'État, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le laisser gérer, il faut le laisser travailler. Donc, ce contexte dont nous parlons là crée des besoins. Crée des besoins et un besoin, bien sûr, d'une assistance pour la déontologie en politique dans la République. Donc, ce besoin existe. Cela fait référence à des règles et des devoirs moraux qui encadrent l'exercice des hautes fonctions et des mandats électifs pour garantir la primauté de l'intérêt général et la confiance des citoyens dans les institutions. Ce besoin aussi, c'est ce que je peux vous dire, d'un gardien du temple. C'est-à-dire, c'est le gardien du temple de nos acquis de développement et qui veille au respect de nos valeurs. Alors là, le Sénat n'est rien d'autre que, aujourd'hui,
hein, la chambre de sagesse, composée de personnalités expérimentées, capables de conseiller, d'anticiper et de protéger les intérêts de la République, tout en veillant à ce que les politiques publiques soient durables et efficaces. Donc, voilà le contexte et voilà le besoin dont nous avons parlé. Et ces besoins, bien sûr, se résument à la création du Sénat. Le Bénin ne va pas être le premier pays à expérimenter ce Sénat. Comment est-ce que le Sénat du Bénin, on va dire, va-t-il se distinguer des Sénats des autres pays? L'idée de mise en place d'un Sénat ne répond pas à un problème de représentativité et de représentation populaire, ici chez nous. L'idée est de créer une instance où, je dis, l'expertise et la mémoire institutionnelle seraient mobilisées sans nécessairement passer par une élection populaire. Donc, on n'a pas besoin nécessairement d'élire les membres. Le projet béninois se distingue en confiant l'essentiel de sa composition à des personnalités ayant déjà exercé de très hautes fonctions. Il s'agit des anciens chefs d'État, c'est-à-dire des anciens présidents de la République, des anciens présidents d'institutions tels que les anciens présidents de la Cour constitutionnelle, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, etc. Donc, l'expérience de ceux-là, on les réunit pour que tout ce qu'ils ont vécu à la tête de ces institutions et autres soit aujourd'hui institutionnalisé en pouvoir. Et quel pouvoir il s'agit? De pouvoir de conseil. Ou en une sorte de conseil des sages, gardiens du temple, dotés d'une fonction législative. Le Sénat béninois sera conçu en tenant compte, bien sûr, des spécificités de notre pays, de son système politique. C'est donc une ingénierie institutionnelle relativement unique dans sa forme, ce qui est adapté au contexte d'un État en phase de maturité démocratique. Donc, nous ne sommes pas les mêmes choses et nous ne pouvons pas être identiques aux autres Sénats parce que nous avons évoqué tout à l'heure le contexte, donc nous ne pouvons pas être à l'image du Sénat de la France, à l'image du Sénat du Sénégal, parce que le contexte béninois n'est pas identique au contexte de ces pays-là. Donc, c'est spécifique à nos problèmes, spécifique aux réalités de notre pays. Irénée Agossa, on a vu l'ancien président de la République, le docteur Thomas Boniaï, dire qu'il est contre la création de cette institution. Quelle est votre lecture par rapport à cette position qu'il affiche clairement? Il a dit que ce n'est pas, la création du Sénat n'est pas opportune. Et pourtant, c'est lui qui a manifesté plus le besoin de la création de cette institution. C'est lui qui, quand il y a une situation, va vers les anciens présidents d'institutions et dit qu'il faut trouver solution, malgré qu'il y ait les institutions en place et le bon fonctionnement de ces institutions. C'est lui qui a dit, je l'ai dit tantôt, que quand un président est élu, il faut le laisser travailler. C'est lui qui l'a dit. Donc, c'est lui qui manifeste plus le besoin de la création de cette institution. Mais c'est lui aujourd'hui qui dit non, que cette création n'est pas opportune. Je n'arrive pas à le comprendre. Et c'est ce qui crée des problèmes d'abord, surtout au niveau de son parti. Ça lui crée des problèmes de leadership et un problème managérial au sein de son parti. Parce que l'orientation qu'il donne en ce qui concerne ses prises de décision ne cadre pas avec ce qu'il a vécu et ce qu'il doit en principe faire. Non, ça ne cadre pas. C'est lui qui va rencontrer l'actuel président de la République et qui dit « j'y vais en qualité d'ancien président de la République ». C'est lui qui le dit. On lui crée maintenant un cadre officiel qui lui permet de s'exprimer librement et de jouer le rôle de conseil.
et d'apporter toute son expérience pour que nous trouvons solution à certains problèmes en dehors de la rivalité politique et des tensions électorales. Mais il dit encore non. Il dit non parce que c'est quoi? Parce que simplement le président Boni Yayi pense que le jeu politique est géré par le principe d'ennemi. Non, le président Talon n'est pas son ennemi. Et en politique, on n'a pas le problème d'ennemi. Donc, les réformes politiques conduites par le président Talon sont des réformes que l'ancien président Boni Yayi avait voulu faire ou avait manifesté le besoin. Mais Talon réussit à faire et Yayi s'y oppose. Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas parce que Talon réussit à le faire que lui, il doit systématiquement s'y opposer. Heureusement que la réforme n'est pas faite pour lui. La réforme est faite pour la République. La réforme est faite pour les Béninois et pour consolider notre État démocratique et conduire notre pays dans sa maturité politique. Donc moi, je ne le comprends pas. Mais c'est comme d'habitude, à l'habitude, ils finiront pas. Ceux qui le suivent et lui-même, ils finiront pas rejoindre l'élan, notre élan, qui est l'élan de la modernisation et de la continuité des réformes. Nous sommes dans un élan irréversible. Irénée Agossa, si les députés approuvaient la création de cette institution du Sénat, on connaît quand même, selon les tests, la composition de ce Sénat. On sait qu'il va réunir les anciens présidents de la République, les anciens présidents d'institutions. Est-ce que vous pensez que ce Sénat-là va contribuer à une stabilité politique accrue ou à une meilleure gouvernance au Bénin? La stabilité politique et la bonne gouvernance passent par les institutions solides et équilibrées. Le Sénat va permettre de maintenir l'équilibre en offrant un espace de réflexion moins soumis aux pressions électorales et partisanes. Concrètement, les lois seront mieux discutées et révisées. Nous n'aurons plus les lois comme ça se fait maintenant. On aura un cadre qui permet alors de mieux discuter de ces lois et d'être mieux révisées. Ce qui réduira, bien sûr, les contestations et les effets négatifs inattendus. Le Sénat favorisera la continuité des politiques publiques d'un régime à l'autre, car il sera composé de membres choisis pour leur expérience et leur sens élevé de l'État. Le Sénat, ici, est un outil de gouvernance responsable qui contribue à renforcer la confiance des citoyens dans l'État et à maintenir la cohésion sociale. Donc, sur cette base, le Sénat va largement et plus que jamais continuer à maintenir cet équilibre, continuer à faire en sorte que cet équilibre politique, cet équilibre institutionnel soit maintenu. Si nous n'avons pas ce maillon dans le processus des réformes, nous risquons de nous retrouver dans un système où tout va péricliter. Donc, il faut absolument cette institution. Jusqu'au bout, les réformes, c'est le thème de notre interview de ce soir. Quel pourrait être le message que la majorité présidentielle souhaiterait faire passer aux citoyens béninois concernant justement la finalité, le but visé par cette vague de réformes entamée par le régime du président Patrice Talon depuis 2016? Les réformes sont indispensables. Il faut qu'on arrive à comprendre que les réformes sont indispensables parce que le système de gouvernance dans le monde a changé. Et nous ne sommes pas dans une situation statique. Donc, le message est clair. Les réformes ne sont pas des démarches symboliques, mais des actions concrètes pour transformer le pays et améliorer la vie des citoyens que nous sommes. Elles visent à moderniser les institutions et renforcer leur efficacité, garantir une meilleure transparence et une gouvernance responsable, assurer une croissance économique inclusive avec des impacts visibles sur les territoires. Et nous le constatons aujourd'hui.
Et ceci dans les secteurs clés, le domaine de l'emploi, des infrastructures, de la santé, de l'éducation, du tourisme, de l'identité culturelle, etc. Du sport, on peut citer encore. Donc, créer un cadre politique stable aussi pour toutes les forces vives, ou plutôt toutes les forces vives du pays peuvent se retrouver autour d'un projet national. Nous sommes un pays en construction. La majorité présidentielle veut montrer ici, à travers ces réformes, que les réformes sont au service des Béninois. Les réformes sont au service de nous tous, avec des résultats tangibles qu'on constate dans leur quotidien et dans le développement durable du pays. Personne ne peut le contester aujourd'hui. Certes, il y a des gens qui sont dans un déni et qui ne veulent pas se conformer aux exigences des réformes, mais malgré ça, ils sont tenus de constater les résultats que ces réformes ont produits dans tous les domaines et partout dans le pays. Irénée Agossa, la constitution du Bénin va être révisée et la modification constitutionnelle qui est actuellement en débat veut introduire, on va dire, une période de trêve électorale. Que pouvez-vous dire de cette introduction dans la modification constitutionnelle? Oui, tout le monde parle de la trêve électorale, bon, qui est bien sûr dans la loi, du projet de loi qui a été déposé. Donc, et ceux qui sont dans un déni pour des questions personnelles liées à eux-mêmes, se disent que voilà les problèmes, il y a des trêves, il n'y a pas, pourquoi on veut créer une trêve, non. La trêve, après l'élection présidentielle, ne signifie pas un arrêt du dialogue ou de la participation citoyenne. Bien sûr, c'est ce qu'on pourrait penser. Non, pas du tout. De la pas du définition tout. De la trêve électorale. Pas du tout. Elle crée plutôt un moment de pause pour apaiser les tensions. Permettre la consolidation des résultats et favoriser une collaboration constructive. C'est ça ce que permet la trêve. La vision du président Talon est que tous les Béninois, quelle que soit leur appartenance politique, puissent travailler pour le bien commun du pays, en mettant de côté les rivalités partisanes temporaires. Ici, la trêve devient alors un outil de cohésion, garantissant que la mise en œuvre des réformes se fait dans un esprit d'unité et de responsabilité. Cela montre que la démocratie béninoise ne se limite pas à la compétition électorale, juste à une compétition électorale, mais repose sur la collaboration, le respect des institutions et la construction collective d'un avenir commun. Mais comment mettre en œuvre cette trêve? Vous pouvez me le dire. Dans un esprit partisan actuel. C'est ça le véritable problème. Tout le monde devait se poser cette question. Mais nous, ayant déjà pensé à ça, nous avons proposé depuis près de 15 ans ce que nous appelons aujourd'hui le Sénat. Moi, je l'ai proposé dans une vision progressiste du pays. Et pour que cette trêve soit mise en œuvre, il faut un mécanisme. Et ce mécanisme ici est ce que nous appelons le coefficient ministrable parlementaire. C'est-à-dire que pour que les gens se sentent concernés par l'activité qui se mène à travers l'exécutif, puisque à la suite d'une élection, c'est quelqu'un qui gagne, un camp qui gagne. Et c'est ce camp qui forme le gouvernement. Et quand ce camp forme son gouvernement, et nous disons qu'il y aurait trêve, il faut que ceux qui ne sont pas gagnants se sentent impliqués dans la gestion du pays, dans l'exécutif. C'est pourquoi nous, en son temps, on a prévu le coefficient ministériel parlementaire qui permet d'introduire ceux qui ont perdu conformément à la configuration parlementaire, de les introduire dans l'exécutif. Et c'est ça qui fera que nous allons nous retrouver dans un système où vous ne pouvez plus continuer
dans les tensions électorales. Parce que vous ne pouvez pas être pris en compte dans l'exercice du pouvoir, l'exécution du programme qui a été adopté, et être dans le gouvernement et dire que vous continuez dans la logique des élections. Les élections sont passées. Et il faut maintenant construire le pays ensemble. C'est ce coefficient qui va nous permettre de finaliser la trêve électorale et de mettre ça en œuvre à travers ce mécanisme. Les partis qui sont présents au Parlement, qui ont ce coefficient, doivent avoir un siège au gouvernement. C'est ainsi que ça se fait. Et cela va compléter l'arsenal actuel. Et qui fera que la stabilité politique nous serait très bénéfique. Nous avons une majorité stable, donc nous aurons une composition gouvernementale stable. Et dans la mesure où, Irénée Agossa, je ne vous coupe pas, dans la mesure où l'opposition n'aurait pas une représentation conséquente à l'Assemblée nationale, comment vous pensez que cet équilibre va s'observer au niveau de l'exécutif? L'opposition, d'une manière ou d'une autre, si elle ne se retrouve pas au gouvernement, c'est le choix du peuple. Puisque là, si le peuple ne l'a pas choisi au cours des élections, c'est qu'ils n'ont pas présenté une vision, un schéma de résolution des problèmes des populations qui cadre avec le contexte actuel. Donc ça veut dire que c'est le peuple qui les a rejetés. Ce n'est pas une gouvernance qui les a rejetés. Puis c'est suite à une élection, la trêve, c'est suite à l'élection. On aurait fait déjà l'élection communale, l'élection législative et enfin l'élection présidentielle. Et là, on va voir ce que le peuple a choisi. Et ce n'est pas parce que le peuple ne t'a pas choisi qu'il faut empêcher l'autre de fonctionner. C'est pourquoi cette trêve doit être gérée par le Sénat, qui est composé des gens qui ne sont pas issus d'une compétition électorale, qui sont issus d'un système de recherche de compétences et d'utilisation de cette compétence et de cette expérience pour le bien-être des populations à travers la stabilité institutionnelle et, bien sûr, la sagesse qui doit guider chacun au niveau de du poste de responsabilité qu'il assume dans le pays. Donc, c'est clair que l'opposition doit pouvoir se battre. Et s'il n'y a pas une opposition, comme vous le dites, et que ces différents courants qui se retrouvent au Parlement, les différents courants seront pris en compte par rapport au choix du peuple. Exemple, BR-UP. UP le renouveau, mais ça serait fait conformément au choix du peuple, en tenant compte du coefficient ministériel parlementaire. Combien de sièges au gouvernement reviennent bien sûr au BR ou à l'UP. Et cette tendance va pouvoir être remarquée au Parlement, au moment où les autres vont prendre le temps de revoir leur copie en attendant les élections prochaines. Cela ne veut pas dire qu'on les empêche de parler. Ils peuvent proposer des choses, mais dans le sens du développement, puisqu'ils ont reçu la leçon. C'est pourquoi le peuple ne les a pas choisis. Alors, il faut qu'ils travaillent pour s'améliorer. Cela peut se faire aussi quand l'opposition seule va se retrouver au Parlement avec une grande majorité. Vous pouvez penser aussi à ça. Donc, ce qui fera que nous aurons l'utilité de la trêve, c'est la mise en œuvre, bien sûr, de ce mécanisme qui est le coefficient ministériel parlementaire. D'abord, nous remercions les députés qui ont porté cette loi, parce que c'est indispensable aujourd'hui, mais nous allons continuer à en discuter et proposer pour que, même si ce n'est pas pris en compte aujourd'hui, que la prochaine fois, ce soit pris en compte. Et qui va être le président du Sénat? Le président du Sénat serait la procédure serait indiquée bien sûr dans la loi organique. Donc on aura comment il faut choisir le président du Sénat et qui le sera. Ça serait certainement au sein des membres du Sénat. On le verra. Et celui-là aura la responsabilité de diriger cette institution importante pour le maintien de l'équilibre
politique et de maintien de l'équilibre institutionnel dans notre pays. Merci à vous, Madame, Monsieur, merci, chers téléspectateurs. Merci à vous également, Irénée Agosta, de nous avoir gratifié de votre présence une fois encore ce soir. C'est la fin de cette interview. On va se retrouver très prochainement.